Mais bon, aujourd'hui, là, malgré la fatigue, malgré la victoire, je sais que, voilà, pas mal de personnes pouvaient s'attendre à une vidéo pour venir parler de la victoire de Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est quelque chose qui est validé. Voilà. Mais par contre, il y a un problème sérieux qui est là, qui est le problème des frères maliens à travers les dirigeants qui ne veulent pas laisser le pouvoir par rapport à une transition. Apparemment, ils ont pris goût par rapport au tapis rouge et tout. Big up à toi, Elmo Fofana. Bonne arrivée, cher frère. Donc, ce problème-là est un problème sérieux. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, est-ce que, je sais que le peuple n'est pas au courant, mais est-ce que les dirigeants savent ce qu'ils sont en train de faire? Ou ils savent, mais vu que eux, les intérêts seront arrosés, donc ça les arrange, quitte à sacrifier le destin d'un peuple, d'une nation, du moment que eux, les intérêts seront arrosés, alors ça va dans leur sens et c'est bon pour eux. Mais est-ce que si nous, on s'était, pour ne pas interpeller la population malienne par rapport à tout ce qui se cache derrière et par rapport aux conséquences même qui vont venir en fonction des comportements de ces gens-là qui sont en train de les mettre un peu des poudres de perlimpinpin dans les yeux et tout, est-ce qu'on ne devient pas complice? Donc en tant qu'Africains, en tant que des frères, je veux qu'on analyse ensemble. J'interpelle Assimi Goïta, j'interpelle, voilà, pas mal de cyberactivistes. En tout cas, ceux qui sont suivis, parce qu'il y a pas mal aujourd'hui qui sont en train de bénir ce groupe de transition-là. Est-ce que ceux-là même mangent avec ce gouvernement de transition-là? La question reste posée. Mais quoi qu'il en fasse, il y a des cyberactivistes aujourd'hui qui sont, voilà, à la disposition de ces gens-là parce que eux-mêmes, ils sont blanchis et tout. Ils sont arrosés aussi et tout par ces trucs, ces membres de cette transition. Mais par contre, je sais qu'il y a d'autres qui sont vrais. Peut-être qu'ils ne savent pas ou bien ils n'ont pas pris le temps. Ils se sont emportés par les émotions pour essayer de faire. Big up à toi, la Mao Mouna Kanté. Bonne arrivée à toi. Donc, on va essayer de voir un peu l'histoire du monde ou bien de quelques pays à travers le monde. On a dit comme ça que il n'y avait pas de démocratie en Libye. Et au nom de cette démocratie-là, le peuple a été manipulé. Il y a eu des infiltrés qui n'étaient pas des Libyens, mais puisque devant un peuple, même si c'est un peuple éduqué, mais au moins il aura un pourcentage qui ne sera pas éduqué. Alors ce pourcentage qui ne sera pas éduqué là, eux ils sont considérés dans la société comme les suiveurs. C'est-à-dire, ils vont aller participer à des choses, mais lorsqu'on va les demander pourquoi ils participent, ou bien quelle est leur motivation même pour ce truc-là, pour ces marches ou bien cette revendication-là, je vous le jure qu'ils ne vont pas avoir des trucs de raisonnement. Mais eux, ils sont les suiveurs parce qu'il y a la masse, il y a un groupe qui est sorti, qui est ce groupe de réflexion, et eux, ils viennent pour compléter, pour faire une masse. Et on a vu les résultats que ça a donné en Libye. Quelles sont les réalités de la Libye aujourd'hui? Nous tous, on connaît. Après ça, dans cette guerre froide-là, de communication et de, voilà, de coups bas par-ci, par-là, on a vu la situation en Ukraine et jusqu'à présent, ça continue. Quel a été l'avantage de l'Ukraine dans ça? Zéro, regret. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de payer parce que c'est un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Parce que ceux qui font semblant d'être avec l'Ukraine vont utiliser l'Ukraine pour pouvoir faire chanter l'autre. Et lorsqu'il y a des accords qui sont trouvés entre ces deux belligérants-là, alors le sort de l'Ukraine ne les intéresse plus. Ils vont toujours utiliser l'Ukraine comme pion pour pouvoir faire chanter l'autre ou pour pouvoir mettre une petite pression sur l'autre.
Tout ça, c'est la guerre froide. Encore, si ça peut se limiter à ça, parce que ce qu'on a connu pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, que Dieu nous en garde, on n'en veut plus de ça. Mais par contre, cette guerre froide-là aussi fait pas mal de morts, pas mal de victimes à travers le monde. Pour des intérêts personnels, alors chacun est prêt à jouer, c'est-à-dire son va-tout pour pouvoir avoir son gain et pour avoir le dessus sur l'autre. Aujourd'hui, en Iran, on voit les histoires d'embargo, malgré il y a des pays qui essaient de collaborer avec l'Iran. Mais il y a combien de pays? Et quels sont les avantages même? Malgré ils ont quelques pays avec qui ils sont en train de collaborer. Quels sont les avantages? C'est chaud en Iran. Nous tous, on voit un peu ça. On a vu un peu ce qui s'est passé en Irak. Lorsqu'ils ont dit comme ça que Saddam Hussein est en train de fabriquer des armes nucléaires et tout, les médias étaient à leur portée, ils ont monté ça de toutes pièces et convaincu même la majorité des gens pour bénir un peu les bêtises. Ça a été validé par la majorité des gens. Ils sont allés, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils ont eu gain de cause. Mais est-ce que la vérité, c'était pour la vérité? Non. Donc aujourd'hui, Assimi Goïta est dans un jeu, est-ce qu'il maîtrise ce jeu-là? Alors que ce jeu-là dépasse sa compétence. Parce que ce monsieur-là même n'est pas un diplomate. Ce monsieur-là même n'est pas un politicien. C'est juste un militaire. Quelqu'un qui agit, après, il réfléchit. Parce que ça, c'est le code de l'armée. Action après réflexion. Ok, tu as été inspiré par des histoires, des panafricains. Tu as été approché par des gens qui t'ont conseillé. Des gens même, est-ce que c'est des panafricains qui viennent comme ça au nom de l'amour qu'ils ont pour l'Afrique? La question reste posée. Parce que pas mal sont parmi ceux-là, sont des vendeurs de cacahuètes, sont des vendeurs de rêves. Ils savent qu'il y a une jeunesse en Afrique qui n'est pas éduquée. Ils savent qu'il y a une jeunesse en Afrique qui n'est pas avertie. Dans cette histoire de gestion du monde, où c'est un terrain de ring, personne ne fait cadeau à l'autre. Dès que tu baisses la garde, l'autre il t'allume. Parce qu'il veut ta place. Il veut toujours plus. On a vu comment les États-Unis ont fait le coup bas à la France par rapport aux commandes des sous-marins et tout. Et après, ils se sont rachetés d'une autre manière. Ça, c'est la diplomatie. Et ça, c'est pour parler un peu des histoires à travers le monde et revenir un peu sur l'histoire du Mali. Aujourd'hui, ce monsieur-là a décidé comme ça de faire un bras de fer avec la CEDEAO. Quelque chose qui va perdre. Et encore, il a pris encore le courage d'engager un bras de fer avec la France. D'accord. Et qui parle de la France aujourd'hui, parle de l'Union européenne. Est-ce qu'il sera gagnant? Non. Mais sa collaboration avec la Russie aujourd'hui, la Russie même qui ne se déclare pas en tant que voilà partenaire officiel pour défendre les frontières du Mali, qui ne reconnaît même pas le groupe qui est là-bas en tant que des soldats de l'État même ou bien voyez, de l'État russe. Non. Donc, quel que soit ce qu'ils vont faire, ça n'engage pas la Russie. Mais par contre, la Russie les reconnaît comme des ressortissants, des citoyens russes. En cas de bavure et qu'ils veulent rentrer chez eux, ils peuvent se présenter peut-être à l'ambassade et l'ambassade a le droit de les protéger parce que c'est des ressortissants russes. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire au Mali? Qu'est-ce qu'ils ne sont pas venus faire au Mali? Même si les diplomates, c'est-à-dire l'ambassadeur russe au Mali sait et que Poutine même depuis la Russie sait, mais ce qui se cache derrière, c'est ça, vous ne dites pas aux gens. Il y a les intérêts de la Russie dans cette chose-là. Mais la Russie n'assume pas sa collaboration avec vous. Donc, cela vient
pas de façon officielle au nom de la Russie, mais ils viennent pour négocier des trucs, des marchés au Mali au nom de la Russie. Et aujourd'hui, avec cette guerre froide-là, on voit les entraînements militaires dans les eaux internationales, dans des frontières un peu éloignées où il y a pas de trucs, où il n'y a pas de vie, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas d'habitants. On voit les démonstrations des armes et des entraînements et tout. Mais ce que vous êtes en train de vendre à la Russie, vous allez vous mettre les États-Unis dans votre dos. Parce que on parle des trucs, on parle des or. Mais la Russie aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils visent au Mali, ils s'en foutent de l'or. Le Mali est l'un des pays aujourd'hui qui a un sous-sol qui est super riche en uranium. Et aujourd'hui, tous les pays sont en train de s'apprêter militairement. Et les armes de haute technologie aujourd'hui qui font peur à qui veut menacer l'autre, c'est à base de quoi? D'uranium. Et aujourd'hui, le Mali est l'un des pays, si je ne vais pas dire faire partie des pays, faire partie des 5 pays les plus riches qui ont le sous-sol les plus riches en uranium. Alors, si la Russie gagne ce marché-là et commence à exploiter l'uranium, la Russie même qui est déclarée comme ennemi premier des États-Unis, tu penses que le Mali devient l'ami des États-Unis? Non. Assimi, tu sais ça. Les politiciens maliens, vous savez ça. Il y a un qui est aux États-Unis qui vient, hey, nouvelle Doumbé. Il sait ça. Mais est-ce qu'il est entretenu par ce politicien-là pour ne pas dire la vérité aux Maliens et les menaces ou bien les conséquences qui se cachent derrière ça? Parce que avoir la CEDEAO sur son dos, avoir la France et l'Union européenne sur son dos et venir rajouter les États-Unis. Mais ce que je ne vous dis pas, c'est que la France encore fait des exactions en Afrique ou partout dans le monde, partout où il y a les intérêts. On connaît. Aujourd'hui, c'est un monde où tous sont des loups. Personne ne fait cadeau à son ami. Mais quelque part, dans cette barbarie-là même, la France est encore plus mou et plus diplomate que les États-Unis. Parce que les États-Unis, eux, ils sont barbares. C'est pas injure, mais par les manières de faire, et ils sont moins diplomates. Ils vont pas tourner à gauche, à droite. Ils ont affaire à toi, ils vont monter des dossiers sur toi et ils vont t'allumer. Et tu vas envoyer le dossier où? À l'ONU, c'est eux qui font l'ONU parce qu'ils ont la majorité des trucs là-bas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors que déjà tu as la France sur ton dos, alors que déjà tu as la CEDEAO sur ton dos, alors que déjà tu as l'Union européenne sur ton dos. Tu vas où avec ça? Et même le contrat par rapport à ce chantier d'uranium que tu veux donner parce que c'était dans la main des Français. Mais la France n'est pas déclarée comme ennemie des États-Unis. Et quelque part même dans cette histoire d'uranium là, tant que c'est la France peut-être qui gérait, les États-Unis avaient aussi peut-être leur pourcentage. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde court derrière ce produit-là pour pouvoir faire des armes, pour pouvoir dissuader son truc et son adversaire ou bien son ennemi. On a vu le petit président des trucs de Corée qui à chaque fois joue avec ça dans le temps quand Donald Trump était au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un bras de fer entre Corée et puis Japon et puis d'autres pays encore. Alors les États-Unis qui avaient pris parti, le petit a commencé à faire sortir ces bonbons là pour montrer un peu de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il a un peu dans sa réserve. Mais toi tu viens donner ce chantier là à l'ennemi des États-Unis. Alors que la Russie même achetait ces histoires d'uranium là, tout ça là sur le marché noir, nanani, nanana. Mais maintenant tu viens leur donner un champ. Combien de pays aujourd'hui ont ce sous-sol riche en uranium? Combien de pays?
Et toi, tu fais partie des 5 pays les plus riches en sous-sol d'uranium. Et toi, tu viens donner ça à qui? Pourquoi? Parce que tu veux faire un bras de fer. Pourquoi? Parce que tu veux bluffer. Mais à force de bluffer, tu ne maîtrises même plus le jeu. Parce que, à cause de ça, toutes ces grosses têtes que tu te mets sur le dos là, tu ne pourras pas. Ne serait-ce même que la CEDEAO, tu ne pourras pas gagner. À plus forte raison, ces grosses têtes encore, qu'on ne dit pas leur nom. Aujourd'hui, qui gèrent le monde. Ton contrat avec Wagner, c'est pour venir combattre la Russie, vous accompagner dans votre lutte contre le djihadisme à travers vos frontières. Mais en interne, quand quelque chose va se passer, Wagner n'a pas le droit d'intervenir parce que ce n'est pas ce contrat-là qu'il est lié. Et tu sais combien de fois ceux-là, ils peuvent manipuler des gens au Mali? Et Wagner va dire non, nous on est là pour protéger la frontière avec vous par rapport aux djihadistes. Mais ça, ce n'est pas des attaques djihadistes, nous on ne peut pas intervenir dedans. Parce que Wagner, au cas où il y a manipulation du peuple qui se lève contre vous, Wagner ne va pas tirer sur le peuple malien. Ou Wagner ne va pas tirer sur des Noirs parce que eux ils ne vont pas connaître la différence entre un Malien qui est noir, un Ivoirien qui est noir, un Burkinabé qui est noir, un Togolais qui est noir, un Ghanéen qui est noir. Wagner ne va pas faire la différence. Donc ils ne vont pas s'ingérer dans ça. Maintenant, la Russie peut-être va exploiter ce terrain-là. Mais est-ce que la Russie va te proposer quelque chose qui va servir au peuple malien? Toi, peut-être ça peut te servir. Ce qu'ils vont peut-être proposer, toi, si tu es là que pour ta gueule, tu vas avoir ce que tu veux et sécuriser l'avenir de tes enfants, voire même de tes petits-enfants. Mais est-ce que ça sera utile pour le peuple malien? Est-ce que ça sera bénéfique pour le peuple malien? Ah, sacré élément de Soroguium. Vive Soroguium, le leader générationnel. Tu sais, ton patron, aujourd'hui, bénit cette histoire de trucs au Mali, cher Amédée au travail, parce que nous tous, on se rappelle lorsqu'il faisait ses tournées, quand il est parti en Russie. Les États-Unis qui suivent la Russie de près, avec des loupes microscopiques, on suit ce que le monsieur partait faire là-bas. Voilà pourquoi quelque part même Soroguium est déclaré comme persona non grata aux États-Unis. Parce que qui traite avec les Russes, comme on le dit, l'ennemi de ton ennemi est ton ami. Donc qui traite avec les Russes deviennent des ennemis des États-Unis. Et Soroguium, ce qu'il était allé faire là-bas, nous tous on connaît. Mais ce qu'ils sont en train de développer aujourd'hui, Soroguium, c'est comme, voilà, c'est comme une merde dans ça, parce que ça dépasse son niveau. Parce que demain, les conséquences qu'on voit venir à travers ce truc de bluff que le Mali est en train de, les dirigeants maliens sont en train de faire quelque chose même qu'ils ne maîtrisent pas, quand ça va péter, c'est pas que le Mali, mais c'est toute la sous-région. Lorsque tu veux combattre quelqu'un qui est plus fort que toi, il faut savoir amadouer la personne. Lorsque tu as besoin de quelque chose, il faut savoir amadouer la personne. Aujourd'hui, le marché pour protéger la frontière de la Côte d'Ivoire au nord, c'est pas pour ne rien, le truc les États-Unis ont eu ça. Parce que quelque part, c'est pour contrôler aussi les faits et gestes de ces Russes qui sont arrivés au Mali. Est-ce qu'ils ont commencé à exploiter l'uranium? Est-ce qu'ils ont commencé à faire ça? Est-ce qu'ils ont commencé? Il y a beaucoup de dossiers derrière. Chers dirigeants maliens, dites la vérité à votre peuple. Arrêtez votre bluff là parce que vous n'êtes pas de bons joueurs de poker. Si vous étiez des bons joueurs de poker, oui, la France fait des exactions en Afrique ou dans la plupart des pays où ils sont présents pour leurs intérêts. Mais à un moment donné, vous avez fait fléchir la France.
Et c'était le bon moment peut-être de revoir les accords qui liaient la France et le Mali, qui ont été signés depuis l'histoire des premiers présidents, qu'ils n'avaient pas le choix. Mais qu'ils étaient obligés de signer ces dossiers-là pour avoir en quelque sorte ce qu'on appelle, ou bien cette soi-disant indépendance. Mais aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de revoir ces contrats-là, de telle sorte que tout le monde soit gagnant-gagnant. Mais à force de vouloir engager votre bras de fer, là, ça a dépassé ce truc où vous pouvez maintenant venir vous asseoir pour renégocier les trucs et les conditions de ces trucs, de ces contrats qui vous liaient avec la France. Et c'est là où on vous fait comprendre que vous n'êtes pas des politiciens. Le monsieur vous êtes en train d'insulter en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous a montré, mais vous ne voulez pas comprendre. En tant que bon élève, vous ne voulez pas suivre les traces de ce monsieur-là. Qui aujourd'hui, grâce à sa sagesse, grâce à sa diplomatie et ses techniques, sa gestion du monde, la France n'a plus le monopole des marchés en Côte d'Ivoire. Mais il y en a combien de pays en Afrique ou dans la sous-région aujourd'hui qui ont ouvert le marché à tout le monde? Tu fais ça 2-3 jours après, ils vont t'allumer. Ou bien il y aura quelque chose et tu sautes. Mais aujourd'hui, les Chinois ont des marchés en Côte d'Ivoire. Les Italiens ont des marchés en Côte d'Ivoire. Les Américains ont des marchés en Côte d'Ivoire. Les Français, on n'en parle pas. Et c'est qui gagne? C'est le peuple qui gagne. C'est vrai que les Français ne vont pas faire ça, ou bien les Italiens ne vont pas faire ça cadeau. Mais au moins, chacun est gagnant-gagnant. Et c'est de cette diplomatie-là, on vous interpelle pour pouvoir vous inspirer de ce grand monsieur, pour voir un peu dans l'école de ce grand monsieur, pour apprendre des choses, pour pouvoir venir aux besoins et subvenir aux besoins du peuple malien, si réellement vous les aimez. Mais dans ce que vous êtes en train de vous mettre là, même si la Russie doit vendre peut-être l'uranium à ses partenaires, ça sera toujours dans une histoire de marché noir. Et ce marché noir-là, ce qu'ils vont vous proposer, est-ce que ça sera bénéfique pour le peuple malien? Non, parce qu'ils savent que vous n'avez pas le choix. C'est comme quelqu'un qui est peut-être accro aux produits stupéfiants. Même s'il a iPhone ou bien est le dernier cri des iPhone ou bien un dernier cri de produit. Mais dès que l'heure de la dose arrive et qu'il n'a pas d'espèce sur lui, il est capable de vendre ça à un prix forfaitaire juste pour pouvoir prendre sa dose. Et c'est ce qui est en train de se passer au Mali. Ceux même qui vous disent aujourd'hui, oui, on s'en fout des accords ou des sanctions de la CEDEAO. Nous, on est avec vous. Nous, on vous soutient. Rentrez ici, sortez ici. Mais sachez que tout ça, là, c'est une dette. Mais à quel moment ils vont vous demander, parce que vous êtes redevable à ces pays-là, qui ont fait semblant de vous soutenir dans votre bêtise. Alors qu'en vérité, s'il y a action aujourd'hui au Mali, ceux-là même qui font semblant de vous soutenir ne seront jamais là. Mais par contre, ils ont une dette morale envers vous parce qu'ils se sont affichés au grand le jour. Est-ce que c'est sincère ou pas? La question reste posée. Mais vous avez quand même une dette morale envers ceux-là. Et à quel moment ils vont vous demander de rembourser ces dettes-là? Est-ce que vous serez en mesure? Est-ce que vous serez obligé de faire violence sur vous-même, malgré ça ne vous arrange pas, pour pouvoir respecter cette dette morale-là? Mais tout ça là, c'est le peuple qui va, c'est au peuple qu'on va présenter la facture. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour avoir des dettes morales envers d'autres pays, c'est le peuple qui va rembourser parce que vous serez des passages. Et ça, c'est des cordes encore vous êtes en train d'attacher sur le cou du Mali. Parce que parmi vos clients, il y aura l'Iran qui veut toujours faire des bombes nucléaires. Et à cause de ça, il y a un embargo sur eux. Mais il y a un marché noir parallèle qui est là, où ceux-là peuvent se procurer. Alors, si vous donnez le champ de ça, parce que la Russie n'est pas là pour l'or, c'est des bêtises.
L'uranium aujourd'hui intéresse la Russie que l'or. Et eux, les premiers clients peut-être sera l'Iran. Le deuxième client sera peut-être la Chine, qui est aussi un bras de fer avec les États-Unis, mais qui sont tous à la recherche de ce produit-là pour pouvoir encore développer des armes encore plus sophistiquées. Mais pour expérimenter tout ça là, il faut avoir la même mise sur la source même de ce produit qui est l'essentiel des armes aujourd'hui. Mais est-ce que vous expliquez ça au peuple malien? Est-ce que vous expliquez les conséquences de tout ça là au peuple malien? Parce que cette guerre froide là est réelle. Et à chaque fois, il y a des intimidations entre les pays. Aujourd'hui, on voit les États-Unis qui sont en train de menacer la Russie par rapport à leurs trucs belligérance ou bien leur ingérence même dans le truc à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi maintenant ils sont en train de menacer la Russie alors que depuis longtemps, la Russie qui est encerclée par les bases militaires de l'OTAN, pour ne pas dire des États-Unis, ils voyaient tout ce qui se passait là-bas. Mais pourquoi maintenant ils veulent engager encore un autre discours? Oui, là où se trouve le truc, on va dire, le terrain où il y a plus de trucs d'uranium, c'est entre le Mali et le Niger. Et donc, si aujourd'hui, avec la situation au Niger qui n'est pas, Niger qui n'est pas stable, si les Russes vont sécuriser cette base-là parce qu'ils ont eu le marché pour pouvoir extraire l'uranium, et dis-toi que si les Nigériens veulent s'opposer, dis-toi qu'il y aura toujours des histoires de oui, attentats, rentrer ici, sortir ici. Parce qu'on sait comment ça fonctionne aujourd'hui. Tu fais pas les affaires, alors ton pays est instable, on va créer encore une autre situation pour venir créer plus d'instabilité dans ton pays. Et au moment où tu vas finir de te chercher dans tout ça là, eux ils sont en train de faire leur travail propre. Je ne viens pas défendre la France parce que la France même est pour quelque chose aussi dans ces histoires de djihadistes à gauche, à droite. Il y a une manipulation. Des pays, il y a des pays aujourd'hui, oui, il y a des gens qui sont là-bas. Non, c'est le peuple qui se révolutionne, rentrer ici, sortir ici. Eux, on les donne des armes, eux, on les trucs. Mais après, ces mêmes personnes-là se retrouvent dans d'autres pays qui deviennent des djihadistes, alors que ces mêmes personnes-là ont été armées par ceux qui les traitent de djihadistes aujourd'hui. Oui, ça, c'est la gestion du monde. Ça, c'est la manipulation de ces grandes puissances-là. Les armes qui se sont retrouvées en Libye pour combattre le monsieur, aujourd'hui, c'est ces mêmes armes-là qui se retrouvent au Mali. Et ces mêmes armes-là ont failli se retrouver en Algérie. Vous vous rappelez lorsque il y a des soi-disant djihadistes qui sont allés prendre des otages où il y avait des trucs des Chinois, des Français et tout sur un site pétrolier. Et les Français et puis les Chinois, non, laissez, on va venir intervenir. Où le peuple algérien a dit, non, nous on est un peuple souverain. Vous n'allez pas venir. Vos ressortissants sont sur notre territoire. C'est à nous de les protéger. On va les protéger comme on peut jusqu'à la dernière goutte de nos efforts. Ceux qui seront vivants vont retourner chez vous. Ceux qui ne seront pas vivants, alors sachez que c'est comme ça pendant la guerre. Il y a des gens qui payent le prix et peut-être c'est pas tout le monde qui paye le prix. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Pour finir, c'est les mêmes soi-disant djihadistes là qui n'ont pas eu de soutien parce que est-ce que c'était une manipulation pour pouvoir déstabiliser ce pays et puis assiéger une partie de ce pays-là par ces personnes-là qui sont manipulées et qui se donnent le nom de djihadistes? La question reste posée. Mais pour finir, c'est ces mêmes djihadistes qui ont commencé à négocier. Oui, pardon, pardonnez, on va libérer les otages, mais laissez-nous partir. Et les Algériens les ont poursuivis jusqu'à dans le désert. Allez les bombarder là-bas. Mais peut-être que s'il y avait l'intervention des Chinois ou des Français, peut-être que ça allait encore prendre du temps parce que quelque part, oui, celui qui mange avec l'autre fait semblant de causer avec l'autre. C'est comme ça. Mais c'est que les gouvernants maliens aujourd'hui n'ont pas pu. Que Dieu m'en garde. J'espère que tu as assis du bois parce que je n'ai même pas te dit touche du bois. Moi, je parle comme un soroïste.
Tu me regardes là, Yerissa m'a saoulé, ou bien c'est possédé qui reste dans sa voiture pour crier seul là, quoi, amiral blindé. Il reste en train de parler. Un coup, ses génies arrivent. Voilà, que Dieu m'en garde de parler comme un souris. Donc, vous voyez, chers parents, il faut qu'on interpelle le peuple malien. On ne va pas interpeller le gouvernement parce que ceux-là, ils savent très bien ce qu'ils font. Si vous et moi, on a compris ce genre de trucs-là qui se crament derrière et les risques même pour le peuple malien et la sous-région de l'Afrique, c'est pas eux qui se disent oui, vouloir gouverner un pays qui vont pas décortiquer ça et qui vont pas comprendre les enjeux et les conséquences qui se cachent derrière. Mais est-ce qu'ils ont l'amour de la nation? Est-ce qu'ils ont l'amour du peuple qui aujourd'hui les soutient? Qui aujourd'hui les a donné leur confiance? Est-ce qu'ils sont sincères envers ce peuple-là? La question reste posée. Mais ils sont en train de jouer un jeu très dangereux. Ils n'ont pas su profiter à un moment où ils avaient l'occasion de renégocier le contrat. Vous êtes en train de pleurer par rapport aux sanctions de la CEDEAO. Mais même si la France peut-être n'intervient même pas en Afrique là-bas ou au Mali là-bas, mais vous avez des ressortissants ici. Moi, je me limite seulement que sur la France. Entre chaque pays, il y a les accords qui sont signés par rapport à les ressortissants. Moi, je suis allé échanger mon permis parce que j'avais un collègue malien qui a été régularisé et qui a changé son permis. Et je regarde, on lui donne toute catégorie. Et vous savez combien de fois, aujourd'hui, le permis poids lourd, ou bien le permis, même toute catégorie en France ici, a plus d'avantages dans le domaine du travail. Donc je me dis, s'ils ont changé pour lui, en tant qu'Africain, en tant que Malien, alors peut-être que moi aussi je vais avoir les mêmes trucs. Je change, je dépose mon dossier et tout pour échanger mon permis ivoirien. On ne donne pas toute catégorie, alors qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des gens qui passent le permis, ça a été toujours permis toute catégorie. Mais moi, on me dit, non, tu auras le permis A et le permis B. Je vais à la préfecture pour me renseigner, pour savoir pourquoi. Non, c'est des conventions qui sont signées entre le Mali et la Côte d'Ivoire, entre le Sénégal et entre le Mali et la France, entre le Sénégal et la France. Je crois qu'il y a le Niger aussi dedans. Et il y a pas mal de pays comme ça. Tu déposes ton permis, on t'échange ton permis, toute ta catégorie. Alors que si tu veux passer le permis poids lourd ici, c'est pas moins de 3 000 € à 5 000 €. Mais eux déjà, à cause des conventions, ils ont pu profiter de ça. Et encore, après permis poids lourd là, il y a d'autres catégories qui peuvent s'ajouter. Où tu vas encore aller payer. Mais eux, ils ont eu la chance d'avoir ça. Par rapport aux conventions. Donc, ces conventions qui vous lient par rapport à vos ressortissants là. On peut serrer ça encore. Et est-ce que vous-même, ça va vous arranger? Parce que vos ressortissants qui sont en France ici, combien de fois ils sont l'espoir de trucs, de familles là-bas? Et des familles qui ont combien de têtes par famille? Est-ce que ça même, ça va encore arranger le peuple malien? Et même cette histoire de régularisation, je laisse le permis, cette histoire de régularisation. Oui, ils vont déposer le truc général. Oui, pour être régularisé, il faut avoir fait peut-être 3 ans de trucs sur le territoire, ou bien il faut être marié, ou bien il faut être père d'enfants français, ou bien il y a beaucoup de trucs. Mais par contre, dans tous ces dossiers-là encore, il y a cas par cas. Parce que, à un moment, en France ici, un Malien va se déplacer pour aller déposer son dossier. Un Algérien va se déplacer pour aller déposer son dossier. Un Ivoirien va se déplacer pour aller déposer son dossier. Le dossier du Malien sera vite traité avant l'Ivoirien. Pourquoi? Parce que à cause du mouvement de broutage, à un moment, le nom de la Côte d'Ivoire était tellement sale, ils se disent que nous, on est trop forts. En matière de manipulation, en matière de créer papier, oui, s'il faut envoyer extrait de naissance ou bien il faut envoyer ça, que l'Ivoirien est trop fort dans ça. Donc si on doit traiter le dossier de ces 3 personnes-là, peut-être en 1 mois, mais ils vont prendre 2 mois pour traiter, pour étudier le dossier de l'Ivoirien.
Pourtant, il vient dans les mêmes conditions de demande que les deux autres, le Malien et l'Algérien. Mais l'Ivoirien, le dossier de l'Ivoirien va prendre plus de temps parce qu'on prend plus de temps à vérifier de A à Z. Donc, ces conditions-là, même si les Français peut-être veulent vous faire craquer aussi, du moment où ils vont faire craquer peut-être vos ressortissants ici, sur la voie même peut-être légale, parce que vouloir les faire chier ici par rapport aux conditions, par rapport aux conventions qui sont signées entre vous, où il y aura des modifications, est-ce que vous-même ça va vous arranger? Quand on te dit aujourd'hui un Algérien peut être régularisé, on lui donne une carte de séjour de 1 an, mais l'année qui suit, lorsqu'il va pour renouveler, on lui donne automatiquement une carte résident. Alors qu'il y a des pays, tu vas faire 1 an, après ils vont te donner 2 ans, après 2 ans, ils vont te donner peut-être 4 ans. Avant de te donner peut-être ta carte résident là, mais ça va traîner, et ils vont te demander encore plus de conditions. Pourquoi? Parce que ça fait partie des conventions. Mais ces conventions-là, c'est un truc politique, c'est un truc diplomatique. Pour toujours garder de bonnes relations avec les pays. Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous êtes là pour défendre les intérêts même de vos ressortissants comme ça, qui sont aussi des Maliens? Pour gérer un pays, il faut être un bon joueur d'échecs ou il faut être un bon joueur de poker. Ça va bluffer à un moment, faire croire à l'autre que voilà. Mais vous avez bluffé. Vous avez peut-être fait fléchir la France à un moment donné. Vous n'avez pas su profiter de l'occasion pour revoir les conditions. Parce que le peuple vous avait donné une force. Et le peuple continue de vous donner une force. Mais apparemment, vous êtes dans un mouvement maintenant où il n'y a que votre intérêt qui vous intéresse. Parce que vous n'évaluez même pas les conséquences qui vont venir par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et tout ce que vous êtes en train de vous mettre sur le dos, vous ne savez même pas ce que ça va payer demain. Parce que la Russie ne va pas intervenir lorsque il y aura d'autres forces étrangères qui vont vouloir faire quelque chose au Mali. Que Dieu vous en garde. La Russie ne va jamais intervenir dans ça. La Russie est là pour la frontière contre les djihadistes. Et c'est ça qui les intéresse. Et demain, si vous ne respectez pas ces contrats-là, ils peuvent faire des choses qui seront sales. Comme un moment, les Centrafricains ont commencé à rejeter les Russes. Mais qui a interpellé le gouvernement russe? Parce que quelque part, le gouvernement russe ne les reconnaît pas de façon officielle. Non. Mais ils seront toujours secourus par les ambassades ou bien par le gouvernement russe. Pourquoi? Parce que c'est des ressortissants. Ce qu'ils sont allés faire là-bas, ça n'intéresse pas à la Russie. Mais en tant que ressortissants, ils ont le devoir de les protéger, de les venir en aide. Donc vous êtes en train de vous mettre entre le marteau et l'enclume. Ça risque de faire mal. Ne vous mettez pas tout le monde dans le dos. Dites la vérité au peuple malien, vous les cyberactivistes maliens, qui soutenez cette junte-là et quelque part qui avez eu la confiance du peuple. Si vous savez, dites la vérité pour que le peuple puisse évaluer les conséquences de chaque partenaire et les avantages de chaque partenaire. On ne sort pas toujours gagnant-gagnant à 100% dans une collaboration. Aujourd'hui dans ce monde, parce que chacun défend ses intérêts. Mais il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. J'espère que vous aimez le Mali et son peuple. J'espère que vous considérez les Maliens, vous les cyberactivistes, vous les dirigeants, comme vos frères, comme vos enfants, comme vos sœurs, pour pouvoir défendre les intérêts. Et les dire la vérité en tant que cyberactivistes qui pouvaient aujourd'hui sensibiliser, faire comprendre beaucoup de choses, éveiller la conscience de la population malienne et de la jeunesse africaine. À travers ce monde numérique là, aujourd'hui on a la chance.
Vous voulez mener une guerre. Oui, on est panafricain, rentré ici, sorti ici. Mais panafricain, aujourd'hui, la guerre, là, quand on parle de guerre froide, c'est parce qu'il y a une autre manière de défendre ses intérêts. Il y a une autre manière de faire fléchir son adversaire sans pouvoir faire des milliers de morts à travers des armes. Comme ça a été fait à Nagasaki et à Hiroshima et tout. Mais par contre, cette guerre-là continue d'une autre manière. Donc le mouvement, soi-disant panafricain, rentré ici, sorti ici pour défendre les intérêts de l'Afrique. Aujourd'hui, on me dit oui, comme ça que le Mali a fabriqué son argent. Mais vous, votre taux, le taux même de votre argent, là, ça va se baser sur quoi pour avoir quel poids dans le monde? Vous exportez quoi en tant que tel dont le monde même a besoin aujourd'hui pour dire si vous arrêtez la production de ça, là, ça va créer un mouvement dans le monde. Uranium même que vous pouvez exporter qui peut développer le Mali, l'argent de ça peut développer le Mali. Est-ce que actuellement là vous avez la capacité de trucs d'extraire ça, de raffiner ça? Non. Donc votre monnaie là c'est basé sur quoi pour avoir quel poids? Un franc malien aujourd'hui que vous êtes en train de mettre en place, ça va faire combien de francs en CFA? Parce qu'on a vu dans le temps le franc guinéen jusqu'à présent. Tu envoies 50 €, on te dit ça fait 500 000 en Guinée. On a vu dans le temps avec le Sidi. Heureusement aujourd'hui avec les histoires de pétrole et de café et de cacao. Aujourd'hui le Sidi est en train de se relever. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de partenaires. Vous avez vu comment le président ghanéen a dit ces 4 vérités à Macron. Est-ce que vous êtes plus panafricain que ce monsieur-là? Mais il ne tape pas sa poitrine. Il ne cherche pas des adversaires à gauche, à droite, parce qu'il s'est dit panafricain. Alors il faut chercher toujours des adversaires, ou il faut toujours insulter les gens. Soit disant, ouais, c'est toi, tu es mon ennemi, toi, tu m'as trop volé. Mais celui qui t'a volé, quand il a plus la force que toi, et qu'aujourd'hui, tu as d'autres stratégies pour pouvoir récupérer ton argent, tu utilises ces stratégies-là. Parce que tu vas aller chez lui, alors que tu ne le moyens pas pour dire, c'est toi, tu m'as volé, même si ton argent est sur la table. Si tu t'es approché de la table, il va t'allumer. Donc, quelle stratégie il faut chercher? Vous êtes dans une situation où vous engagez un bras de fer alors que vous n'avez rien sous la main. Pour avoir gain de cause. Vous n'avez rien sous la main pour pouvoir faire craquer vos adversaires. Et vous vous basez sur quoi? Et avec ça, il y a un peuple qui les soutient. Je n'accuse pas le peuple parce que ce peuple-là, sinon le peuple en Afrique, combien de fois les gens s'intéressent à l'Afrique, à la politique? Combien de fois les gens aujourd'hui vont s'asseoir peut-être devant leur ordinateur ou utilisent des passes internet pour pouvoir faire des recherches, pour savoir dans quelle direction va le monde aujourd'hui. Si ce n'est pas pour regarder des histoires de buzz. Non, il a cherché ma femme, non, elle m'a lapé de 21h à 6h et ça rigole. Et ça donne les 100 000 vues là-bas. Et après tout ça, tu sors avec quel enseignement? Avec tout ça, tu sors avec quel esprit? Un esprit toujours endormi. Un esprit toujours amusant. Et c'est ça l'Afrique. Et comment des gens comme ça vont venir qui ne sont même pas diplomates, qui ne sont même pas politiciens. Parce que ça, c'est des erreurs b.a.-ba en politique. Ça, c'est des erreurs à ne même pas commettre en tant que dirigeant de pays ou en tant que gouvernant de pays. Parce que vous êtes en train de sceller le sort de millions de personnes. Et encore, c'est encore bon. Mais vous êtes en train de mettre en danger le sort de millions de personnes. Parce qu'aujourd'hui, ok, vous voulez combattre les djihadistes, vous êtes en train de blanchir ou bien engraisser des ennemis, des gens qui sont plus forts que vous. Mais vous pensez que peut-être eux, je ne les accuse pas, je ne sais pas s'ils vont le faire ou pas. Mais vous pensez que la guerre en Syrie, quand vous voyez la technologie avancée des États-Unis aujourd'hui, mais qui détache des armements et ça tombe dans la zone des djihadistes, et ils disent par erreur de calcul où ils devraient parachuter ces armes-là pour pouvoir ravitailler les gens, ils ont fait des erreurs de calcul et ils se sont trompés. Voilà pourquoi c'est tombé là-bas. C'est la politique. Même si ça pue l'arnaque à des kilomètres.
Mais ils se sont justifiés. Tu veux, tu prends. Tu veux, tu prends pas. C'est ton problème. Mais eux, ils se sont déjà justifiés. Et ces armes-là, vous pensez que les gars, les djihadistes où c'est tombé dans eux les mains là, ils vont dire, ah non, comme ils se sont trompés là, c'était pas pour nous parce que, oui, c'est écrit dessus telle personne, donc on va ramener ça à la personne. Non. Mais est-ce qu'ils se sont trompés? La question reste posée. À chacun de réfléchir. Donc, les djihadistes, vous pensez que c'est quelque chose, peut-être qui se retrouve aujourd'hui au nord du Mali, qui n'a pas été peut-être réfléchi depuis des années, pour dire si on déstabilise telle personne, alors qu'aujourd'hui, eux, ils ont les moyens de voir la température en Afrique, de voir même nos sous-sols, où il y a il y a le pétrole, où il y a gaz, où il y a uranium, où il y a truc, il y a or et tout. Étant chez eux, ils peuvent vérifier ça avec les satellites. Donc, en cassant Kadhafi, ils savaient très bien où, pour finir, les djihadistes allaient être manipulés. Ou bien, où eux-mêmes, ils pouvaient canaliser encore ces mêmes djihadistes-là pour se retrouver dans des zones où ils ont des intérêts. Et demain, ils vont venir en tant que des sapeurs-pompiers. Et vous pensez que ça peut s'arrêter du jour au lendemain? Vous pensez que ça peut s'arrêter avec votre bras de fer là? Quelqu'un qui a porté lunettes nocturnes, lui, te voit la nuit. Et toi, tu es dans le noir, tu n'as rien, c'est toi, tu veux faire palabre avec lui. Tu ne sais même pas où ton adversaire est. Et tu penses gagner. Que Dieu éveille le peuple malien pour connaître vos vrais visages et votre sale politique que vous êtes en train de faire pour sceller le sort du Mali. Et quelque part même, quand ça va faire boum, je touche du bois. J'espère que les autres pays ne vont pas aussi connaître des bouffées de chaleur par rapport à votre bêtise que vous êtes en train de faire. Lorsque la CEDEAO vous interpelle à rentrer dans les rangs, à faire les trucs, c'est pas parce que eux ils sont en train de faire la courbette ou bien c'est des chicheurs, non. C'est parce qu'ils connaissent ceux qui sont en face. Ils savent que ceux-là sont plus forts. Il n'y a qu'avec le temps, avec la manière, avec les stratégies, parce que quelle que soit ton intelligence, tu vas commettre des erreurs. Il y aura des failles dans ton système. Et quand tu vois les failles de ce système-là, ou quand tu reconnais que le gars, il a posé un pion, qu'il a mal poussé le pion, tu peux profiter de ça. Et je vous interpelle toujours, prenez l'exemple sur ce grand monsieur-là, qui aujourd'hui, avec sa politique, avec la diplomatie, a pu ouvrir le marché à tous les concurrents. Tant que tu peux faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire, tu peux avoir un marché. Et c'est ça un président. Voilà, parce que dans le temps, la CIE, on sait c'était pour qui. Le port, on sait c'était qui gérait ça. Sodeci, on sait c'est qui gérait ça. La présidence, on sait c'est qui gérait ça. Mais aujourd'hui, ce président-là est venu changer les donnes. Et c'est ça qu'on appelle la politique. La politique, c'est savoir défendre ses intérêts. Savoir utiliser la faiblesse de l'autre. Savoir bluffer pour faire croire à l'autre que voilà, voilà, voilà. Donc, chers parents, merci pour tous ceux qui ont partagé. C'était, voilà, votre coucou, vu que ça faisait 2 jours que je n'avais pas fait de vidéo. Et ce dossier-là, j'ai essayé de regarder un peu en long et en large et analyser un peu la présence des Russes au Mali, quels étaient les avantages, quelles étaient les conséquences même pour le peuple malien et tout. Donc, il fallait que je sorte pour venir interpeller. Ce que je dis, ça peut être vrai, ça peut être faux. À vous les Maliens de voir. À vous d'aller faire des recherches. Et après, venez dire que je suis menteur ou bien, ah mon frère, au moins tu nous as interpellé sur un truc, mais on n'est pas allé sur ton chemin, mais par contre, on a analysé et puis ça nous a donné autre réflexion. Donc, big up à tous les élèves de la classe. Merci à ceux qui ont partagé, qui ont mis le cœur pour sécuriser le direct. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu éveille la conscience africaine. Que Dieu éveille la conscience de la jeunesse qui est aujourd'hui là même des défenses de tout gouvernement.
Mais malheureusement, il y a des pays où l'âme même pour défendre ce gouvernement-là, c'est épée en caoutchouc. Parce qu'une jeunesse qui n'est pas éveillée, une jeunesse qui n'est pas truc, se retourne toujours contre toi lorsqu'elle est manipulée. Et avec ça, on dit que nos présidents doivent avoir la force. Ibeka n'a pas fait ça, Ibeka n'a pas fait ça, Ibeka n'a pas fait ça. Mais quand vous, le peuple, vous êtes toujours prêt à sacrifier votre président, à vendre votre président André Yougou, à ceux qui viennent vous faire rêver, alors que c'est eux les ennemis de votre pays. C'est eux les ennemis de votre intérêt et de votre espoir, de votre lendemain meilleur. Venez pas juger la plupart des présidents. Tant que nous-mêmes, on est prêts à sacrifier nos présidents. Parce qu'on n'est pas de la même région, parce qu'on n'est pas du même bord politique, parce qu'on n'est pas, oui, parce que lui, il est clair, nous, on est noir. Donc, non. Moi, je vais supporter le candidat qui est noir comme moi. Parce que lui, il est trop clair, il ressemble à métis. C'est ça la mentalité africaine. Donc, ciao, ciao à tout le monde. Et voilà, on se dit à très bientôt.